Bonjour à tous et bienvenue sur Freedom Africa Télévision pour ce nouveau numéro de Réveil panafricain. Nous sommes le dimanche 5 juillet 2026 et on est content, heureux de vous retrouver pour cette émission consacrée à l'actualité africaine qui nous conduit du côté de la République centrafricaine, ce pays qui a été la cible il y a quelques jours seulement d'une attaque dans la localité d'Amdafok. Nous sommes au nord-est du pays. C'était dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2026, une attaque qui a été, je vais le dire sur laquelle les autorités centrafricaines sont largement revenues, parlant justement de ce communiqué du chef d'état-major qui a donné beaucoup plus de détails. Heureusement, ce qu'on retient, c'est que grâce notamment au FACA, aux forces armées centrafricaines appuyées justement par ses alliés, russes, les assaillants ont notamment été stoppés net. La localité est désormais sous le contrôle total des forces gouvernementales. Au-delà de ce communiqué, nous reviendrons ce soir sur les véritables commanditaires, car depuis le 30 juin dernier, plusieurs noms circulent, plusieurs sources d'informations font état des commanditaires. Plusieurs noms reviennent avec insistance. Noureddine Adam, on parle également de l'ancien président François Bozizé. Alors, qui se cache derrière les attaques d'Amdafok? Pour quels réels objectifs? Des sources crédibles citent également l'implication du Tchad. Pour qui roulent précisément ces noms qui se dessinent? On parle beaucoup des Émirats arabes unis, on parle du Soudan, on parle du Tchad, mais surtout on parle de la France. Pourquoi cherche-t-il à renverser le pouvoir du président Faustin Archange Touadéra? Nous parlerons de tous ces éléments dans le cadre de cette émission aux allures d'édition spéciale entièrement consacrée au Centrafrique. Le Tchad a réagi dans un communiqué. La diplomatie tchadienne a tenu à démentir toutes les informations qui circulent, estimant qu'il entretient le Tchad de très bonnes relations de coopération avec son voisin, relevant également les idéaux du panafricanisme. Nous en parlerons dans cette émission aux côtés de nos invités. Bonjour à tous une fois de plus et bienvenue. Bonjour à tous une fois de plus et bienvenue sur Freedom Africa Télévision. Vous l'aurez donc compris, le menu, il est assez costaud. Nous en avons pour plus d'une heure de débat autour des événements d'Amdafok. Mais bien avant d'aller prendre les principales sources d'informations qui nous en disent d'ailleurs plus autour de cette attaque, nous présentons le panel. Patient Parfendom est avec nous pour ce dimanche, c'est une habitude. Doyen, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et bienvenue. Bonjour Baudelaire Guénin. Bonjour à tous ceux qui sont de plus en plus fidèles à cette très belle aventure qui prend ses marques, qui est Freedom Media, et surtout dans sa version TV. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre présent à vos invitations. Un bonjour particulier à nos techniciens. Merci pour les efforts sans cesse renouvelés qu'ils font pour améliorer la qualité, n'est-ce pas, de ce que nous avons enfin comme bébé qui est en train de grandir. Un bonjour particulier au peuple de la Centrafrique. C'est un peuple qui a vécu des moments qui lui rappellent des souvenirs cauchemardesques. Et je pense que de plus en plus, ils sont rassurés. Sous le magistère du président Faustin Archange Touadéra, nous rapportons tout notre soutien. Un soutien indéfectible, d'autant plus que nous ne pourrons plus jamais accepter que la République centrafricaine vive ces moments douloureux, ces moments de détresse qui ont marqué d'un saut de fer, n'est-ce pas, l'histoire récente de ce pays. Heureusement, qu'un vrai patriote à la tête de cet État et que le peuple lui a fait totalement confiance. Nous espérons qu'au cours de cette émission, nous aurons le temps de bien disséquer cette énième tentative de déstabilisation de cette réalité qu'est la nouvelle Centrafrique. Et j'espère qu'avec l'ensemble de nos téléspectateurs, nous allons enfin comprendre de quoi ça retourne. Merci à vous, Patient Parfendom. Vous êtes aux côtés de Jules Diawé qui nous fait également l'honneur d'être avec nous sur le plateau de Freedom Africa Télévision. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur Patient Parfendom, qui est un vétéran de ce combat panafricaniste.
Merci à toute l'Afrique qui nous regarde, qui nous écoute aujourd'hui, à ce public panafricaniste et qui est une fois de plus au rendez-vous pour comprendre, contribuer, analyser et permettre que l'Afrique sorte de ce marasme dans lequel il est englué depuis des années. Cette domination néocolonialiste qui, à l'exemple de ce qui se passe en Centrafrique, nous empêche de nous développer, sème la mort sur le continent. Merci à tous ces peuples panafricanistes qui nous accompagnent dans ce devoir. C'est un devoir. Hein. C'est un devoir de défendre l'Afrique, défendre le peuple d'Afrique est un devoir pour tout panafricaniste. Merci à vous, M. Diawé, pour votre disponibilité. Que s'est-il réellement passé du côté d'Amdafok, au-delà de ce que le communiqué du chef d'état-major de l'armée centrafricaine relève comme information? Nous avons également puisé à bonne source, puisque nous avons des révélations autour de ce complot. On va prendre ces éléments avec le concours de la rédaction. Vous verrez que plusieurs sites d'information ont traité de cette actualité. La Tribune internationale évoque un complot orchestré par le Tchad et la France, revenant bien évidemment sur certaines détails précis de l'agression d'Amdafok. Si on s'en tient bien évidemment à quelques paragraphes traités justement par ce site d'information, on se rend compte que plusieurs détails des assaillants ont fuité et certains ont clairement identifié des hauts gradés de l'armée tchadienne dans cette attaque en question. Nous avons également ce paragraphe qui nous parle des assaillants qui auraient donc été formés à la base de Tissi, c'est sur le territoire tchadien. L'analyse des preuves matérielles sur le terrain s'avère donc accablante. Les vidéos des assaillants d'Amdafok, plusieurs officiers en treillis de l'armée régulière tchadienne ont formellement été identifiés. Une question cruciale se pose dès lors, pourquoi la force mixte Tchad-RCA n'a-t-elle pas réagi, puisque vous le savez, à la tête de cette force mixte se trouve un général de l'armée tchadienne. Selon les informations de la Tribune internationale, la partie tchadienne aurait donc été informée, mais n'a pas daigné activer cette force en attente. Plusieurs éléments sont traités, bien évidemment. On parle d'un plan, d'un complot de déstabilisation qui se serait donc organisé autour de trois axes principaux que j'aurai l'occasion de vous présenter tout au long de cette émission de Réveil panafricain. Nous reviendrons également sur les révélations d'Africa Times dans quelques instants seulement, mais déjà pour planter le décor, M. Diawé, que s'est-il passé à Amdafok? Des jours plus tard, on se pose toujours les mêmes questions au moment où, de plus en plus, on s'interroge sur les véritables commanditaires de ce complot. Des noms sont revenus avec insistance. On a parlé de Noureddin Madame, certains ont parlé de François Bozizé, qui serait aujourd'hui instrumentalisé par la France. Le Tchad est également cité dans ces événements-là. Que s'est-il réellement passé? Comment distinguer le vrai du faux dans tout ce qui est véhiculé depuis le 30 juin dernier? Monsieur Nguéné, votre question est pertinente. Le vrai du faux se distingue par les actes et non par les discours. Alors, pourquoi je le dis? Tout laisse à croire que l'article contenu dans le magazine suisse Tribune internationale, tout laisse à croire que ce que Tribune internationale dit est avéré et fondé. Parce que vous savez quand même qu'il y a moins de 2 ans, le Tchad a mis un terme à sa coopération militaire avec la France. Et aujourd'hui, à la suite des attaques que nous avons subies en Centrafrique, Tribune internationale nous dévoile que lorsque le Tchad a rejeté, a annulé les accords avec la France, et que le président Déby s'est retrouvé en difficulté dans son pays avec une fraction fraternelle, c'est-à-dire ses frères Zakawa, qui ont commencé à planifier des coups d'État contre lui, il serait reparti auprès de la France, solliciter de l'aide de la France. Et une condition lui a été donnée à ce niveau, selon le magazine. Cette condition, c'est que la France lui assure
protection. Mais en retour, il devrait livrer le Centrafrique. En retour, il devrait livrer le Centrafrique à la France. C'est-à-dire contribuer à renverser le régime de Touadéra. Vraiment, c'est écrit noir sur blanc. Je veux bien aujourd'hui que les autorités tchadiennes pondent des communiqués. Voilà. Mais les faits restent là. Les rebelles sont partis du Tchad. Noureddin Adam, nous savons tous que le Tchad, c'est sa plateforme depuis des années. Il est d'ailleurs arrivé jusqu'à Ngaoundéré, au Cameroun. Il est descendu jusqu'à Bertoua. Pourquoi? Parce que dans cette zone, vous avez des rebelles, des 3R qui ont été désarmés. Certains ont retraversé au Cameroun, essaient de vaquer à leurs occupations. Et le rôle de Noureddin Adam était d'aller les mobiliser pour préparer des éventuelles attaques contre le corridor Douala-Bangui. Et donc, ce que vous dites, c'est que le véritable commanditaire, c'est la France derrière, par le biais du Tchad. C'est la France qui tire les ficelles dans l'ombre. C'est la France qui tire les ficelles dans l'ombre. D'ailleurs, il y a des révélations. À Tissi, sur la base de Tissi, c'est des instructeurs français qui formaient les rebelles. Je crois que pour ceux qui ont parcouru le document que vous avez présenté, moi j'ai eu la chance de l'avoir. Pour ceux qui ont parcouru ce document, ils vont voir que tout est assez clair et précis. Et vous allez d'ailleurs comprendre pourquoi le gouvernement tchadien s'empresse de répondre par voie de communiqué, de démentir. Parce que certainement, eux-mêmes, ils retrouvent beaucoup de vérité dans ce document en circulation. Ils retrouvent beaucoup de vérité. Vous ne pouvez pas nous expliquer qu'il y ait une force mixte qui ne fonctionne jamais quand les attaques viennent du côté du Tchad. Mais cette force fonctionne toujours du côté Centrafrique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le président Déby n'a jamais reçu une tentative de coup d'État partant de la RCA. Jamais. Jamais. Il faut que le président Déby cesse de nous prendre pour des cons. Parce que là, quand je lis le communiqué qu'ils ont pondu, je réalise que ce monsieur prend des Africains, les panafricanistes pour les demeurer. Nous ne sommes pas les demeurés. Il faut qu'il arrête ce petit jeu. À la fin, on a tendance à vouloir se demander ce que le Centrafrique doit au Tchad. Pourquoi depuis la nuit des temps, les balades du Centrafrique viennent toujours du Tchad? Pourquoi? On a eu le cas avec le président Déby. On a eu mal à en partir avec lui, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Et aujourd'hui encore, on a le Tchad. Donc on ne peut pas, le Tchad, les autorités tchadiennes ne peuvent pas s'offusquer de ce qu'ils soient pointés du doigt. Ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité. Vous avez de l'autre côté les Saras du Tchad, qui sont dans le sud du Tchad, qui ont des velléités, des revendications, qui à maintes reprises sont venus en Centrafrique, ont essayé de rencontrer les autorités centrafricaines pour leur prêter main forte. Jamais le Centrafrique n'a cédé. Jamais le Centrafrique n'a cédé. Pourquoi à l'inverse, on a toujours le phénomène contraire qui se produit? Pourquoi? Parce que le président Déby pense que les Centrafricains sont des sous-hommes. Il pense qu'il a un droit de vie et de mort sur le peuple centrafricain. Donc il faut que ça change. Et il doit comprendre que si le président, à l'âge qu'il a en Centrafrique, il y a des jeunes de son âge aussi qui ne permettront pas que cela se passe ainsi. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas avoir le même problème. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et nous restons inertes. Le président Sassou Nguesso, 72 heures après les actes, n'a pas réagi. Tout laisse à croire qu'il y a un complot. Permettez-moi. Nous parlerons des implications au niveau de la permettez-moi, sous-région. le président Sassou Nguesso, nous avons vu, lorsque le président Touadéra était président en exercice de la CEMAC, et qu'il y a eu le coup d'État manqué au Gabon, le coup d'État au Gabon, le coup de force,
à la suite des élections, vous avez vu l'implication directe du président Touadéra dans la résolution de la crise gabonaise. Il n'a pas attendu 48 heures, il n'a pas attendu 72 heures. Il s'est prononcé tout de suite. Et vous avez vu, le calme est revenu au Gabon. Le président Sassou doit prendre ses responsabilités. À l'absence du président Biya, qui est en vacances du côté de la Suisse, il y a le président Sassou Nguesso, il y a le président Obiang qui sont en termes d'âge et de gouvernance. Il doit prendre les responsabilités. Un enfant comme Kaka Déby ne peut pas malmener des papas. Il faut que ça s'arrête. Mais de toutes les façons, nous, jeunesse panafricaine, on a pris nos décisions. Toi, c'est toi avec le Tchad. Toi, c'est toi avec le Tchad. Il faut qu'ils arrêtent. De toutes les façons, il sera traduit à la Cour pénale internationale. Nous allons le traduire. Nous allons lancer une pétition depuis quelques jours. Nous attendons d'atteindre le tome de signature demandé pour porter cela auprès du tribunal international. Vous gardez la parole, M. Ndiaoui, puisque nous avons d'autres détails qui corroborent ce que vous relevez comme argument, puisque quand vous mettez bien évidemment sur la table les identités de ceux qui se cachent derrière cette attaque d'Amdafok, on est obligé de questionner les mobiles. Et selon bien évidemment ce qui est avancé, les objectifs seraient de bouter les Russes hors de la République centrafricaine, de prendre le contrôle total des richesses géologiques du pays. En particulier, on parle beaucoup plus des gisements d'uranium ultra stratégiques de Boukouma. Pour ce faire, donc, la stratégie française et de leurs intermédiaires africains est de planifier une offensive à grande envergure, articulée bien évidemment autour de 3 axes principaux. On parle déjà de 12 000 hommes qui auraient déjà été mobilisés jusqu'ici, car parlant de ces axes stratégiques, certains ont parlé, ou du moins l'article parle de l'axe ouest à la frontière avec le Cameroun. L'objectif ici serait d'ailleurs de paralyser, d'asphyxier complètement l'économie, sachant que les importations centrafricaines à 70, du moins 70 à 90% des importations centrafricaines passent notamment par le Cameroun, l'axe nord à la frontière avec le Tchad, où une puissante colonne de blindés de pick-up commandée par un certain général tchadien Mamani est donc prête à descendre massivement depuis la frontière tchadienne pour ouvrir notamment une brèche directe vers Bangui. On parle de la frontière est, à la frontière avec le Sud-Soudan. Là, on parle de l'instrumentalisation ethnique. À côté de tout cela, il y a certains d'autres acteurs qui reviennent avec insistance. On a parlé de la collision, notamment entre Noureddin Adam, François Bozizé, avec le général Emeti, qui opère du côté du Soudan. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Est-ce une piste qu'il faut envisager sérieusement aujourd'hui, parlant justement d'un complot qui serait ourdi au niveau du moins par certains pays voisins du Tchad, en l'occurrence la partie soudanaise, avec le général Emeti? Bon, écoutez, les gens veulent créer des implications qui dépassent notre entendement. Vraiment, je veux qu'on reste logique, froid, et raisonnable. Vous avez vu le document que vous avez publié. Vous avez entendu parler du Soudan dans ce document? Non. C'est la diversion. Vous avez des bases militaires françaises au Soudan? Non. Que ce soit le Soudan de Bouran ou le Soudan de Métis. Vous avez des bases françaises là-bas? L'enquête. Vous avez vu le signataire de l'enquête? C'est une européenne. Oui. J'ai son nom, je vais... Est-ce qu'on estime qu'eux sont plus outillés? Bertine Rocheba. Voilà. Oui. Voilà. Vous n'avez pas entendu un nom africain là-bas. C'est des gens qui ont leur réseau, qui travaillent les agences d'intelligence. Et lorsqu'ils déploient ce type d'enquête, n'allez pas chercher ailleurs. C'est tellement clair et précis. Nous n'avons pas de base militaire française au Soudan. Ni au Soudan du Sud, ni au Soudan, ni à Khartoum, ni à Port-Soudan, ni au Soudan contrôlé par Emeti, dans la partie du Soudan contrôlée par Emeti. Nous avons des bases françaises au Tchad,
l'enquête est claire et précise. C'est des Akawa soudanais. Vous savez, il y a une grande partie du Soudan, la partie est du Soudan, qui partage la frontière avec le Tchad. Dans cette partie, vous avez les peuples Akawa des deux côtés de la frontière. Les Akawa soudanais, c'est la troisième colonne du conflit soudanais. Parce que dans le conflit soudanais, on parle beaucoup plus des SFR, les forces de soutien rapide et les forces régulières. Et les forces régulières. Bon, du général Al-Bourhan. Je ne veux pas, le débat n'est pas sur le Soudan. Oui. Parce que avant le début de ce conflit, il y avait un président et un vice-président. Al-Bourhan était président et Meti était vice-président. Oui. Donc on ne saurait parler aujourd'hui de forces régulières et de forces rebelles. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. On va revenir dessus un autre jour. Donc il faut bien comprendre la genèse. Oui. Mais vous avez une troisième colonne aujourd'hui, qui est la colonne des Akawa, qui était la troisième force politique au Soudan dans cette cohabitation. C'est eux qui contrôlaient les finances. Bourhan contrôlait, était président, après les accords, et Meti était vice-président, et le clan Zakawa contrôlait l'économie et les finances. Ce clan aujourd'hui a été rejeté par les deux belligérants. Oui. Meti et Al-Bourhan. Donc, ils ont aussi leur groupe armé. C'est là-bas que les rebelles sont allés puiser. C'est les Zakawa du Soudan. Oui. Qui sont les cousins des Zakawa du Tchad. C'est là-bas qu'ils sont allés puiser. Ils sont redescendus avec eux. Ils ont été entraînés par l'armée française. Ils ont été déployés à la frontière sud, nord du Centrafrique. Dans la zone d'Amdafok. Parce que vous avez Amdafok, oui, Soudan, et vous avez Amdafok, Centrafrique. Amdafok, Soudan, est contrôlé par Meti. C'est la zone qui est contrôlée par Meti. Sauf que, en ce moment, au Beïd, oui, les FSR ont repris une ville pétrolière dans la semaine, au Beïd. Ce qui a obligé Meti à remobiliser ses troupes pour la conquête de cette ville-là. Et ça a diminué le contrôle. Je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, quand les Akawa du Soudan, de mèche avec les Akawa du Tchad, avec une partie des Akawa du Tchad, pro, à la solde du président Kaka, orchestré et organisé par Kaka et les Français, ont été entraînés dans la base de Tissi. Entraînés dans la base de Tissi. Alors je vous parle, les Ukrainiens sont arrivés avant-hier au Tchad. Kaka va encore dire quoi? Le gouvernement tchadien va encore dire quoi? Ils ne savent pas que les Ukrainiens sont arrivés chez eux pour venir former les rebelles à l'utilisation des drones. Il faut qu'ils cessent de nous prendre pour des cons. Il faut qu'ils cessent de nous prendre pour des cons. On connaît tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous savons très bien tout ce qu'ils sont en train de faire. Il y a 48 heures, des Ukrainiens sont arrivés au Tchad, sont en train de convoyer dans la base de Tissi pour former les mercenaires à l'utilisation des drones pour attaquer le Centrafrique. Pourquoi vous allez chercher à gauche le mal qui se trouve à droite? Réveillons-nous. Arrêtons. On veut nous éloigner de l'objectif. On veut nous éloigner de l'objectif. Ici, on parle du Centrafrique et du Tchad. Le moment venu, lorsque nous aurons des éléments venant du Soudan, des éléments qui impliquent fortement le Soudan dans les attaques en Centrafrique, nous allons dénoncer. Pour le moment, c'est le Tchad. Pour le moment, c'est Kaka Déby. Pour le moment, c'est lui. C'est lui notre problème.
pour les détails que vous apportez autour justement de cette attaque, l'attaque de la ville d'Amdafok. Vous parlez du Tchad, vous parlez du général Mahamat Idriss Déby qui aurait personnellement piloté les opérations au sol. Mais à côté de ce qui est évoqué, on ne peut pas ne pas parler de la partie tchadienne, ou du moins de ce communiqué qui a été rendu public par le ministère tchadien des Affaires étrangères, puisque la diplomatie tchadienne a tenu à apporter un démenti sur ce prétendu projet de déstabilisation visant la République sœur du Centrafrique. Avec le concours de la réalisation, on va afficher ce communiqué à l'écran et je vais le lire sur le plateau. Le voilà. Enfin, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger a pris connaissance avec étonnement et indignation des allégations relayées par certains officines politico-médiatiques et sur les réseaux sociaux visant à impliquer la République du Tchad dans un prétendu projet de déstabilisation de la République sœur de Centrafrique. Le gouvernement de la République du Tchad dément avec la plus grande fermeté ces accusations outragières qui s'inscrivent dans une campagne plus large de désinformation destinée à discréditer le Tchad, à altérer ses excellentes relations avec la République centrafricaine et à s'aimer la méfiance entre le peuple tchadien et les peuples frères africains, notamment ceux de l'AES. Le Tchad réaffirme avec force qu'il n'a jamais été, n'est pas et ne fera jamais partie prenante à une quelconque entreprise subversive dirigée contre un État frère, ni une telle entreprise venait à exister. Forte des convictions panafricanistes et pacifistes du maréchal Mahamat Idriss Déby, le président de la République du Tchad, chef de l'État, le Tchad ne transigera jamais avec le respect de la souveraineté des États, de leur intégrité territoriale, de leur indépendance politique et du principe de non-ingérence dans leurs affaires intérieures conformément à la Charte des Nations Unies, à l'acte constitutif de l'Union africaine et aux instruments juridiques de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Convaincu que la stabilité de la région est indissociable de la sienne, le Tchad rappelle que le chef d'État tchadien entretient avec ses homologues africains, particulièrement sur la République centrafricaine et des États de l'AES, un dialogue politique permanent fondé sur la confiance et la volonté commune de promouvoir la paix, la sécurité et le développement. Les actes en la matière sont plus parlants que les rumeurs malveillantes. En outre, le ministère rejette toute spéculation ridicule tentant à établir un lien entre les prétendues manœuvres inamicales tchadiennes et l'évolution des relations entre le Tchad et la République centrafricaine. La redynamisation assumée de ce partenariat historique avec la France ainsi qu'avec d'autres puissances est toujours conduite dans la plus grande transparence, dans le respect mutuel, l'égalité souveraine et la promotion d'intérêts communs, notamment dans les domaines économiques, culturels, éducatifs, scientifiques et techniques. Les choix diplomatiques du Tchad ne sauraient être interprétés comme dirigés contre un État tiers. Le ministère des Affaires étrangères, tout en condamnant avec la plus grande fermeté ces manœuvres de désinformation, appelle leurs auteurs à la responsabilité. Il invite également les médias, les acteurs politiques et les utilisateurs des réseaux sociaux à privilégier les faits établis, les sources officielles et un traitement rigoureux de l'information. Fait en N'Djamena, c'était précisément le 3 juillet 2026. Le porte-parole du ministère tchadien des Affaires étrangères, Ibrahim Adam Mahamat. Alors, que vous inspirent ces événements, patient parfait d'homme, pour vous qui suivez également de très près l'actualité centrafricaine? Je me souviens qu'il y a quelques jours, du moins quelques semaines, nous étions déjà sur ce plateau de Freedom Africa Télévision et nous parlions justement d'un complot en préparation contre le Centrafrique quelques jours à peine après la localité d'Amdafok est frappée avec son lot d'implications ou encore de ramifications. Le Tchad est pointé du doigt, même si la diplomatie tchadienne dément. Alors, que faut-il comprendre à travers les événements d'Amdafok, patient parfait d'homme? Écoutez, beaucoup de tristesse parce que nous savons très bien d'où vient la République centrafricaine. Nous avons suivi, vécu avec beaucoup de peine de cœur, meurtri les différentes péripéties pendant les moments les plus difficiles et douloureux au niveau de la République centrafricaine, avec une population qui était obligée de se réfugier dans les forêts, de se nourrir avec des feuilles d'arbres et des racines des arbres. Et c'est avec beaucoup de joie et d'espoir que nous avons
vécu la période qui a suivi celle-là, à savoir la prise du pouvoir au niveau de la République centrafricaine par le président Faustin Archange Touadéra, dont l'un des premiers chantiers a été d'avoir une diplomatie assez efficace pour participer à l'apaisement des relations avec ses principaux voisins, dont le Tchad, dont vous, comme vous le savez, avait à un moment donné déployé ses forces armées sur le sol centrafricain. Il a même fallu qu'il y ait un scandale dénoncé d'ailleurs par les fonctionnaires des Nations Unies, c'est-à-dire cet événement malheureux où on a indexé les forces tchadiennes d'avoir tiré de manière délibérée sur les populations centrafricaines pour que le maréchal Idriss Déby Itno, en son temps, soit obligé de rappeler, n'est-ce pas, les forces tchadiennes de la Centrafrique pour le territoire tchadien. Donc, depuis un certain temps, on avait cru qu'enfin les uns et les autres avaient compris la nécessité de la paix dans cette sous-région. Cette sous-région qui, depuis un certain temps, vit un drame parce que quand on parle de la République centrafricaine, j'entends souvent des commentaires qui dénotent d'une espèce d'ignorance de cette réalité. La Centrafrique, c'est un territoire énorme. C'est plus grand que la France et la Belgique réunies. J'aime insister là-dessus. La France-Afrique a 6 pays avec lesquels elle partage une frontière. Le Cameroun, le Tchad, le Soudan, le Sud-Soudan, le Congo, Kinshasa, la RD Congo, je l'ai dit, le Congo-Brazzaville. Donc, quand vous faites la somme de toutes ces frontières avec les défis sécuritaires qui est au niveau de chaque frontière, vous comprenez très bien que partie plus de 600 000 km². Voilà, partie pratiquement d'une influence de l'État qui se limitait au niveau de Bangui à recouvrer plus de 98, presque 98% du territoire centrafricain aujourd'hui où l'État a repris ses droits. Il fallait le faire et tout cela est à l'actif du président centrafricain, le président Faustin Archange Touadéra. Mais depuis un certain temps, effectivement, nous connaissons les déconvenus politiques et diplomatiques de la France au niveau de l'AES. Mais au même moment, la France perd la République centrafricaine. Les gens ne le disent pas assez. C'est même le pionnier, c'est le précurseur de cette révolte africaine pour la réappropriation de la souveraineté du continent africain. Donc, à partir de ce moment-là, on a misé sur tout. On a presque tout saboté. On a même pensé que les dernières élections présidentielles après le référendum qui s'était passé au niveau n'allaient pas se tenir. Et on a mis les bouchées doubles pour verrouiller tous les robinets financiers à travers le FMI, la Banque mondiale, sous le fallacieux prétexte que la République centrafricaine avait centralisé l'achat de son pétrole et que certains marketeurs étrangers étaient exclus du jeu. C'est le même FMI qui avait d'ailleurs félicité la République centrafricaine parce qu'enfin, elle avait réussi à engranger des bénéfices au niveau de son budget issu de cette nouvelle stratégie de la vente ou bien de la distribution des produits pétroliers sur son territoire, qui est revenu et qui a exigé que de nouveau qu'on éclata, n'est-ce pas, cette structure pour permettre à des marketeurs étrangers de prendre des parts de marché assez importantes. Et le FMI, elle est loin, en disant si cette décision n'est pas prise, il est fort probable que c'est un programme économique et financier qui était déjà presque adopté, ne verrait pas le jour. Donc, à partir de ce moment-là, on veut asphyxier la République centrafricaine. On crée tous les problèmes. On a essayé d'utiliser des politiciens malheureux lors de la dernière élection présidentielle qui ont dit ouvertement que de toute façon, ils feront tout pour s'aimer le chaos au niveau de la République centrafricaine. Et maintenant, vient donc ce retournement de veste au niveau de la diplomatie tchadienne parce que c'est le Tchad qui avait décidé de rompre les accords de coopération avec la France, de fermer la base militaire française en N'Djamena, comme je le dis souvent, qui était un État dans l'État, et dire que cette fois-ci, c'est plié. On a donc été surpris de revoir comme une reprise des relations. Il y a plusieurs jours déjà, on parlait d'un retour des soldats tchadiens du soldat français du côté du Tchad. C'est pourquoi vous parlez de surprise. Bien qu'au mois de janvier déjà, il y avait cette visite. La visite surtout. Mahamat Idriss Déby du côté de Paris. La visite surtout, et puis ces rumeurs qui circulent sur cette présence de la coopération militaire. Coopération militaire avec d'ailleurs un Français, un grand général français qui serait nommé conseiller militaire
au niveau du palais à N'Djamena. Donc ça pose trop de problèmes. Maintenant, il y a le cas du Soudan qui a été un abcès de fixation sur lequel, si rien n'est fait, on peut partir, n'est-ce pas, du Soudan avec les configurations que Jules venait de nous expliquer là sur le plan ethnique, sur le plan anthropologique, sur le plan même politique, pour utiliser ces espèces de cellules dormantes, malléables à souhait, et avec des supplétifs qui ont des noms que vous avez cités, Adams, en fait, en réalité, qui ne sont que des faire-valoir d'une capacité de la France de monter très rapidement des équipes, des chiens de guerre pour créer la chienlit complètement en République centrafricaine. Donc l'attaque dernière de la localité d'Amdafok est une illustration de la volonté de Paris et de ses alliés occidentaux à tout faire pour mettre la gouvernance de la République centrafricaine en difficulté. C'est un premier avertissement qu'il faut prendre très au sérieux. Et c'est pour cela vous parlez d'un premier avertissement, ça veut dire qu'il pourrait en avoir d'autres, passant par Fendom. Mais effectivement, nous avons tous vu les vidéos de ces mercenaires qui le disent clairement. Ils ne s'en cachent pas. Ils disent clairement que de toute façon, nous allons marcher sur Bangui dans une période relativement courte. Donc, tel que c'est parti, c'était tout simplement de montrer que nous sommes là et que nous nous préparons à pouvoir le faire. Et c'est là où j'aurais pu rejoindre Jules tout à l'heure, pas en indexant les individus, mais en interpellant, n'est-ce pas, le regroupement des pays de la CEMAC, en lui disant, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il fallait tout à fait se sentir une réunion d'urgence des chefs de la sous-région, en interpellant vivement le chef d'État tchadien, disant, attention, votre nom revient régulièrement dans un certain nombre de rapports, de travail de journalistes, d'investigation et d'autres blogueurs d'enquête qui sont bien introduits, qui disent que de toute façon, cette fameuse base militaire de Tissi sert aujourd'hui de lieu de formation, de base arrière, d'une construction d'une véritable tentative de déstabilisation de la République centrafricaine à partir de cette base-là. Les éléments sont là. Les images sont là, les informations sont claires. Qu'est-ce qui se passe effectivement? C'est vrai, on souhaiterait que le communiqué du ministère des Affaires étrangères tchadienne nous satisfasse, mais on ne peut pas se contenter de ce communiqué sur la base de tout ce que nous avons comme élément là aujourd'hui. Jules a dit quelque chose de très important aussi en parlant des communautés Sahara. N'oubliez pas que le sud du Tchad lui-même a été le théâtre, n'est-ce pas, de violents affrontements entre l'armée régulière et certains groupes ethniques armés au niveau du sud du Tchad. Vous n'avez pas du tout entendu parler d'une quelconque implication de la République centrafricaine dans ce qui s'est passé. Au contraire, la Centrafrique a fait l'effort de fermer sa frontière pour qu'il n'y ait pas de débordement ou bien d'incursion, n'est-ce pas, dans son pays, de ces groupes armés-là qui sont prêts à en découdre avec l'État central au niveau de N'Djamena. Donc, j'insiste et j'implore le gouvernement tchadien de dire il faut qu'on fasse très attention. Déstabiliser la République centrafricaine aujourd'hui, qui nous sert de fusible, parce qu'on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez, qui nous sert de fusible dans cette marmite bouillonnante, n'est-ce pas, cette espèce de boîte à Pandore que constitue le Soudan aujourd'hui. Ce sont les Centrafricains qui meurent. C'est les Centrafricains qui ont érigé cette première digue pour ne pas permettre justement que toute forme de chien de guerre, de mercenaires, de complot puisse complètement envahir l'Afrique centrale. Je vous rappelle, parce que les gens, souvent quand on tient aussi ces discours, on dit oui, mais le Soudan c'est très loin. Vous vous souvenez que des groupes sont partis du Soudan à cheval et à chameau, sont rentrés au Cameroun dans la base de Bouba Djinda, tuer les éléphants, couper les ivoires, repartir pour aller les vendre, je pense, aux négociants chinois au niveau du port Soudan. Il a fallu que des satellites des États-Unis rappellent au Cameroun que, mais attention, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se produire sur ton propre territoire. Les Soudanais sont en train de décimer complètement, n'est-ce pas, cette faune
qui est extrêmement important du point de vue du tourisme Oui. et de la faune camerounaise. Et de l'écosystème en plus. Et c'est pour dire donc qu'on n'est pas à l'abri, parce que les gens ont tendance à dire, ah, ça se passe au niveau de la République centrafricaine, c'est éloigné, c'est du Tchad, c'est éloigné, c'est du Soudan, c'est éloigné. Non, non, non. La sécurité de l'Afrique centrale dépend de la sécurité de la République centrafricaine, dépend de la sécurité d'une meilleure collaboration des relations politiques, diplomatiques et sécuritaires entre la République du Tchad et la République centrafricaine. Oui. Il ne faut pas qu'un pays serve de base arrière à une quelconque déstabilisation d'un pays, surtout un pays qui est en train de se remettre de toutes ces périodes dramatiques qu'il a traversées pendant très longtemps. Et c'est pour cela que j'admire beaucoup le tact et cette manière de comportion du président Faustin Archange Touadéra. Vous n'avez jamais entendu le président Faustin Archange Touadéra, malgré, n'est-ce pas, la douleur qu'il ressent avec cette petite traîtrise qui pend à l'horizon, avoir une voix qui déborde d'une octave. Il privilégie toujours les voix de la diplomatie, les voix du dialogue, mais surtout faire comprendre à ses frères de la sous-région la nécessité de maintenir une paix relative au niveau de la République centrafricaine. Elle sera bénéfice pour la sécurité de toute la sous-région. Il ne faudra que personne ne l'oublie. Parlons du professeur Faustin Archange Touadéra, puisque dans leur tentative de quête aux véritables raisons qui pourraient justifier l'attaque d'Amdafox, certains ont remis en cause Jules Diawé et ont dit ne pas comprendre la diplomatie justement du professeur Faustin Archange Touadéra. Certains disent qu'il est attaqué aujourd'hui parce que lui-même, le président, serait indécis. Tantôt on le voit avec les Émiratis, tantôt on le voit avec les Russes, tantôt on le voit avec la France. Alors, que faut-il comprendre autour justement de cette diplomatie du professeur Faustin Archange Touadéra? Vraiment, cette question vient à point nommé, hein, parce que je suis par-ci, par-là, les gens faire des commentaires hasardeux. On reproche principalement au président Touadéra d'être allé en France à la rencontre du président Macron, alors qu'il avait déjà signé des accords avec la Fédération de Russie. Alors, il faut qu'on soit clair. La Fédération de Russie, par la voix de son président, le président Poutine, ou même de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, n'ont jamais demandé au Centrafrique de ne pas traiter avec d'autres États. Les Russes n'ont jamais demandé au président Touadéra de rompre une quelconque relation diplomatique avec la France ou les États-Unis ou l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis ou le Brésil ou Tatampion. Jamais. Que ce soit clair. Oui. Les Russes sont arrivés. Nous savons tous comment ils sont arrivés. On ne va pas refaire l'histoire. Ils ont négocié par le mécanisme des accords des positions. Ils ont pris leur position. Ils travaillent dans le respect des accords contenus entre les deux pays. Il n'y a pas d'ingérence, il n'y a pas d'interférence. Et donc, dès lors que ceux-là que nous considérons comme ceux qui nous ont apporté le salut, ne conditionnent pas leur relation en interdisant la coopération avec X, Y, Z. Pourquoi voulez-vous que le président Touadéra s'interdise? Il faut qu'on soit logique et cohérent. Aujourd'hui, les États-Unis et l'Iran viennent de nous livrer un spectacle militaire de haut niveau. Mais alors, je vous parle. Les Américains et les Iraniens se rencontrent et discutent. Oui. Alors, quel reproche on veut faire au président Touadéra? D'être allé à Paris en tant que président de la CEMAC, en exercice de la CEMAC, on lui reproche d'être allé plaider
hein, euh, euh, la cause des 6 États de la CEMAC, mandaté par ses pairs, vraiment, ce raisonnement me laisse un peu dubitatif. Mais je ne sais pas s'il vient des panafricanistes. S'il vient des panafricanistes, je me demande vraiment si ces panafricanistes ont mesure le poids de leurs analyses, à quel point ça peut être bancal. Parce que certains partenaires, Donc, cités, et influencer les opinions africaines. certains partenaires cités sont qualifiés comme étant de non crédibles. Quand on parle de la France, oui, ça c'est un fait, on le sait déjà, mais il y a également la piste émirati qui est avancée. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je vous parlais de la piste émétique du côté du Soudan, puisque selon certains, justement, les émétis seraient soutenus par les Émirats arabes unis. et qu'est-ce que Emetie a à voir avec le Centrafrique? Emetie est soutenu par les Émirats arabes unis. C'est leur relation là-bas. Je lis aussi ça de part et d'autre. Oui. Et qu'est-ce qu'il a à voir avec le Centrafrique? Est-ce que le conflit soudano-soudanais implique la RCA? Pas du tout. Le conflit soudano-soudanais n'implique pas la RCA. La RCA, son conflit aujourd'hui, a été attaqué par des éléments dont nous avons un certain élément technique qui démontre qu'ils sont venus du Tchad. Pourquoi vouloir impliquer à tout le Soudan dans cette affaire? Moi, ce sont les choix stratégiques du professeur Touadéra qui dérangent pour vous aujourd'hui, oui, le fait qu'il passe avec plusieurs acteurs au lieu d'un seul? Je pense qu'il y a un sérieux problème au niveau de la démarche adverse. Et tant que l'adversaire, ou alors ceux qui pilotent la communication des rebelles, vont nous prendre pour des idiots, ils tomberont toujours dans leur propre piège, parce que nous ne sommes pas des idiots. Je vous dis, vous avez produit un document tout à l'heure. Le document a monté la traçabilité. Le document a retracé le parcours des rebelles. Je ne sais pas en quoi cela... Ah, ok, donc si je comprends bien, il y a une rébellion parce que Touadéra, le président Touadéra est en bon accord avec les Émiratis. Moi, je veux comprendre. C'est ce qui serait avancé, Ah bon? M. Djaoui. Donc, le président Touadéra n'a pas le droit de chercher ce qu'il y a de bien et de meilleur pour son peuple. En fait, si je comprends bien... Rien, pour certains, rien ne peut venir des Émiratis. Ah, ça si non. ce n'est, oui, mais, justement. Oui, mais ceux-là, ce pendant ce temps, les Émiratis, on voit quand même tous ce qu'ils font un peu partout. On voit tous ce qu'ils ont apporté à beaucoup de nations partenaires. Ah, c'est la RCA qui ne mérite pas. C'est la RCA qui ne mérite pas une bonne coopération de développement économique avec les Émiratis. Si je comprends bien. On veut donc faire payer au président, au professeur Fossan Akang Touadéra, on veut lui faire payer, c'est une punition, d'être allé auprès des Émiratis négocier un développement pour son peuple. C'est ce qu'on veut lui faire payer, si j'ai bien compris. Ah non, je crois que non. Il faut arrêter ça. C'est son droit. Il a prêté serment. Il a juré sur la Bible de travailler pour protéger les Centrafricains, de travailler pour développer les Centrafricains, de travailler pour sortir le Centrafrique de la misère. Et quand il va chercher de nouveaux partenariats, il a la recherche, à la quête des solutions aux problèmes qui minent son pays, aux problèmes de pauvreté qui minent son pays. Alors, la RCA est un pays qui est riche dans son sous-sol, mais qui est pauvre dans la superficie du sous-sol. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher des solutions. Son intelligence a été mise au défi et il cherche à relever le défi qu'il s'est fixé, auquel les Centrafricains l'ont mandaté. Il a été mandaté par les Centrafricains de relever les défis. Et maintenant qu'il cherche à relever ces défis, on estime qu'il a eu tort d'aller vers les Émiratis. Il a eu tort d'aller vers la Chine. Il a eu tort d'aller vers les Américains. Il a eu tort... Non, arrêtons un peu, mon ami. Sont conséquents. D'autant plus que les autres pays négocient, ont des relations avec ces pays aussi. Est-il victime de sa démarche, professeur Faustin Archange Touadéra, cette démarche qui vise à diversifier ses relations de partenariat, passant par Fandom? C'est ce qui revient d'ailleurs avec insistance aujourd'hui. Pourquoi l'Afrique a de sérieux problèmes avec l'Occident, dont la France principalement? C'est parce que ce sont des types de relations d'assujettissement.
Et ce sont ce type de relations d'assujettissement qui ont fini par faire Oui. des pays africains, surtout ceux qui sont dans le précaré français principalement, bon, des espèces d'obliger, non, qu'on a situé au niveau de la périphérie du monde, Oui. et qui font que nos pays ne peuvent pas se développer. Vous comprenez? Oui. La question de franc CFA, ce n'est ni la Chine, ni les États-Unis, ni les Émirats arabes, ni l'Arabie saoudite. Oui. C'est la France, le problème de franc CFA, qui empêche justement que nous puissions avoir des économies d'un certain niveau. La question de porte-plume de certains États dits francophones au niveau de l'ONU, ce n'est pas les Émiratis, ce n'est pas l'Arabie saoudite, ni la Chine. C'est évidemment la France une fois de plus. La question de ceux qui bloquent que certains accords qui étaient presque déjà sur le point d'habitude au niveau de FMI et la Banque mondiale, ce n'est ni les Émiratis, ni la Chine, ni qui que ce soit. C'est la France qui est derrière, parce qu'en face, il y a un dirigeant qui a décidé d'appliquer une politique qui est complètement à l'opposé des intérêts français. Voilà tout le jeu. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise que, aisément que je l'ai si bien dit, moi, je suis considéré comme l'homme de Touadéra. Vous le savez très bien, à plusieurs plateaux que j'ai fait avec vous, comme le mouton noir de la place panafricaine, parce que j'expliquais aux gens qu'il faut faire un tour en Centrafrique, voir le niveau de pauvreté des Centrafricains. Et si on vous met à la tête de la République centrafricaine, vous êtes obligé de chercher des solutions pour vous en sortir. Vous n'avez pas le choix. La Russie dont on parle, qui est notre meilleur allié sur le plan militaire, est-ce que la Russie n'entretient pas des relations politiques, diplomatiques et financières avec les Émirats arabes unis? De tout. C'est des conditions de cette relation. Si c'est une relation d'assujettissement, ça pose problème. Mais si c'est une relation gagnant-gagnant, comme disait Laurent Gbagbo, win-win, je ne vois pas en quoi cela peut être difficile. Je fais confiance au président Faustin Archange Touadéra, parce qu'il ne sait pas assez. Et il a dit, les Émirats arabes, venez me sauver. Non, il a diversifié des partenariats. Sur le plan militaire, il a choisi des partenaires. Sur le plan économique, il a la Chine, il a d'autres partenaires. Sur d'autres plans, il a de l'éducation, etc., etc. Il a d'autres types de partenaires. Donc, c'est au contraire, vous vous souvenez, le Tchad a été accusé d'avoir privatisé l'un de ses aéroports aux Émiratis. Certains pays de l'AES ont été accusés de vendre leur or aux Émiratis, etc., etc. Il faut qu'on en parle aussi. Parce que cette tentative des panafricains a cédé souvent très facilement. Heureusement, ce que vous devez savoir, M. Ngané, même nos ennemis peuvent construire cette perception. Nous sommes dans la guerre des perceptions aussi. En disant, attention, s'il a rencontré un Émirati, ça veut dire qu'il est vendu. Pour mieux, n'est-ce pas, empêcher une véritable émergence d'une véritable diplomatie politique, économique et financière d'un pays comme la Centrafrique qui a grand besoin aujourd'hui. Donc, je pense que le problème n'est pas celui-là. Et ce n'est pas cela qui doit justifier que les attaques armées se passent sur le sol centrafricain. Peut-être que ce n'est pas la seule raison, patient Parfendom, parce que nous avons écouté l'un des principaux protagonistes. On a parlé tout à l'heure de Noureddine Adam. Lui, de son côté, nous dit mais je prends les armes parce que le professeur Faustin Archange Touadéra gouverne sans les musulmans. Aucun musulman n'est retrouvé à un poste stratégique. C'est ce qui est avancé. On va prendre cet élément. C'est vrai que c'est un sango pour ceux qui nous suivent depuis Bangui, auront l'occasion, ou du moins pourront comprendre un tout petit peu de quoi il s'agit. Juste un petit extrait de cette sortie de Noureddine Adam et juste derrière, nous poserons un commentaire dessus. Peuple centrafricain. Wali, Koli, Mama, Ata, Balinge, Ibara Yimingi. Nikimoni Etala, Yaya Tiala, Ita Tiala, Noureddine Adam. Asarango Yimingi, ala magoti mbipepe. Bekeda. Bimbati observer, bimbati bando. Bati mando aiso akapase na kodreti
bisara effort mingi ndalti pe lutte mingi ndalti siriri mais dommage siriri a besoin qui tenait à Zukoi à participer dans Doni Zukoi a Vurubekilo ndalti pe si pe akaga mais pe à côté ako a petit gap a petit marchab yimingi a passé na kodreti fangwazu munga itazu nangangu amma sekati awali azalab amma mati azalab azu saka débrouiller a débrouiller azalab a commerçant azalab amu bien taratu azango na mamati na itati amma sekati awali même afaka azalab même afaka tosi ala yu teni ala bungombe de protéger kodreti de protéger nation a immédiala pensez la soutenons tout Congo en doti vert si asi akayuru akatuko ni la isi daweso ils sont passés na mamati na babati na atati swala aitugo na maka akaiti vundu et bilancer appel na azu surtout amunia na nguzo tigo na maka titene maka tala akana RCA na nguzo embira sirala wallahi nous n'a pas accepté Haditala. Nous n'a pas. Voilà donc pour ce qui est de cet élément de Noureddine Adam qui estime que voilà, le gouvernement centrafricain n'est pas assez représentatif. Et il pointe du doigt une communauté en particulier. Il parle des musulmans. Ça nous a surpris puisque avant-hier, le président Faustin Archange Touadéra a reçu justement un collectif de musulmans de la République centrafricaine qui sont venus réaffirmer leur soutien au président du Centrafrique, mais surtout, ils ont tenu à démonter ce narratif comme quoi les musulmans ne sont pas suffisamment représentés au sein de la sphère gouvernementale du Centrafrique. Prenons cet élément de la rédaction centrale de Freedom Africa Télévision. Tenebiani aliga kwe kodosa baba simingi ila mene sa mingi isa na mkweli tena siriri akili moso ala kwe peuple centrafricain sorombi mango tere akepepe membio mutuli na ita kwe tena sa tie kolotia tena siriri donc iso président l'actuel interprété Centrafrique a petit oui et Anjati Kodra mais yinga hizo si alisana beta ambena aitatina ala bumbi ambena zo awande donc sur le terrain ibala na ata vidéo na tenso kwa la télévision mingi ni akamuna ngiti Kodra tigati buba Kodra biba isala sana mbageti amdafoka ala bi ada nozumogati sala tena mangatia population moki encore mozoda tia population kangomena nota population so akebeli so mais a turu tiko dolti na zibendo tigi muska na aleti kwa ibumbi tena kanga legena na nganjone aussi à population à imam na population tena dikomo ndoti marcha iso parce que ake awane so la base ka ke pika mo belandota centrafricain so akabe na mo ngeti koloti la irala amona la ngenja si alaga sara akwati baleso kwati sana na tertia peuple centrafricain
Donc, et que mon amouti quoi, na tout le coroti, na minusca, na aleti quoi, titana, et quand la lègue na soni pour soi et tigaso. Je vous donne la merci mingi. Mais timbi namba ita la guette. En République centrafricaine, les réactions se multiplient après l'attaque armée d'Amdafok. Reçu par le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, les responsables du Conseil supérieur islamique de Centrafrique et du Conseil national des imams ont remis une déclaration conjointe condamnant fermement cette attaque. Les leaders musulmans dénoncent un acte qu'ils jugent contraire aux valeurs de paix prônées par l'islam. Ils ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Ils ont également affirmé que cette attaque attribuée à des mercenaires venus d'un territoire voisin se réclamant d'une prétendue communauté musulmane ne saurait engager ni représenter les institutions musulmanes de Centrafrique. Le chef de l'État a salué cette démarche, condamné à son tour les violences et invité les populations à rejeter toute forme de violence, tout en appelant les responsables religieux à poursuivre leurs prières pour la paix. Dans la foulée de cette audience, le Conseil supérieur islamique de Centrafrique a également lancé un appel au respect et à l'unité nationale face aux campagnes de désinformation et aux attaques personnelles visant Alamine Baraka, coordonnateur de l'association Main tendue de Touadéra. Le Conseil estime que le contexte sécuritaire actuel exige davantage de cohésion, de dialogue et de responsabilité dans les prises de parole publiques. Même son de cloche du côté de l'association Action Touadéra Visionnaire. Son coordonnateur général, Lala Toubersé, a adressé un message de soutien au président de la République, réaffirmant sa confiance dans les institutions et dans les forces de défense engagées pour protéger l'intégrité du territoire. Il appelle les Centrafricains à privilégier l'unité, le patriotisme et le dialogue tout en exprimant sa solidarité envers les victimes de l'attaque et leurs familles. Nous avons d'un côté les déclarations de Noureddine Adam, de l'autre nous avons la réaction du Conseil supérieur, du moins islamique d'ailleurs, de Centrafrique qui a réagi au regard des événements d'Amdafok. Alors la question elle est là, elle demeure et persiste. Le professeur Faustin Archange Touadéra gouverne-t-il réellement sans musulmans? Et cela peut-il justifier une attaque de ce genre? Monsieur Nguéné, si c'est le cas, pourquoi? Je tiens à vous rappeler que la République centrafricaine est un État laïque. Et c'est normal. Voilà quelqu'un qui veut gouverner ce pays, un bandit de grand chemin, un délinquant, un voyou, un rebelle. Il n'est pas fatigué. En 2013, il est à l'origine de la mort de 30 000 Centrafricains. Cet idiot que vous venez de voir là, ce délinquant-là, 30 000 Centrafricains. Et il veut recommencer aujourd'hui au nom de l'islam. Heureusement que les pères de l'islam en Centrafrique viennent de lui donner une réponse cinglante. Mais moi, je me demande bien, c'est quoi cette histoire gouverner avec les musulmans, gouverner sans musulmans, gouverner avec les chrétiens, gouverner sans chrétiens? La RC est un État laïque. Le principe de la laïcité s'applique. Vous voulez qu'on compte le nombre de musulmans qu'il y a dans le gouvernement de Touadéra, du président Touadéra? Jono Abba, il est musulman. Ministre des Transports. Ministre d'État en charge de la justice. Musulman. Ministre d'État en charge de la justice. C'est un... Cela, il parle des... Non. Je vous dis, quand on est ministre d'État dans un gouvernement, c'est clé. Hein? C'est un poste clé. Mais je vous dis, c'est un exercice réducteur. C'est un exercice réducteur du principe de la laïcité et même de la démocratie. Parce que, croyez-moi, on va commencer, pour faire un gouvernement, il faut chercher les instruments de Jéhovah, il faut chercher les réveillés, il faut chercher les musulmans intégristes, il faut chercher les musulmans sunnites. Il faut, non, vraiment, ça vient bafouer tout principe de la laïcité. Mais, davantage, ça nous démontre où ils veulent nous amener. Ça nous demande davantage
Sur quelle piste ces voyous-là veulent nous amener la République? Donc, ils viennent ici désacraliser tout le principe de la laïcité et veulent imposer une gouvernance qui s'appuie sur des considérations religieuses. Ah non! Non! Le président Touadéra n'est pas chrétien, n'est pas catholique. Il n'est pas catholique. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas nommé des catholiques dans son gouvernement. Faisons attention. Ça, c'est une approche qui nous plonge dans un chaos face auquel il ne serait plus évident de se relever. Nous avons vu en 2013, lorsque la Sénéca est arrivée au pouvoir, constituée en majorité par des musulmans, nous avons vu des chrétiens pousser un ouf de soulagement. Parce que la République subissait un dictat du régime de Bozizé. Les gens en avaient marre des exactions commises par ses enfants sur les enfants des autres. Les chrétiens de l'époque n'ont pas réfléchi en disant c'est des musulmans. Ils ont dit ah, enfin, on peut être sauvé de la barbarie que nous imposait le régime Bozizé et ses enfants. Mais nous avons vu en 8 mois comment ils ont tué des sœurs, ils ont violé des sœurs dans des églises, ils ont brûlé des églises, ils ont brûlé des porcheries. Mais vous voyez ce raisonnement, c'est le même raisonnement que cet individu remet sur la table aujourd'hui. Parce que de dire que les Centrafricains, les musulmans centrafricains ne sont pas allés à la Mecque, je suis désolé. Si les musulmans centrafricains ne sont pas allés à la Mecque, ce n'est pas de la faute du président Touadéra. Ce n'est pas au professeur Touadéra d'organiser une confession religieuse qui planifie un pèlerinage. Qu'allons-nous nous dire des catholiques qui vont en pèlerinage en Israël? Qu'allons-nous dire d'eux? De ceux qui vont en Italie? Non, vraiment, sachons faire la part des choses. Le président Touadéra, comme il a souvent fait, je me souviens une année, les pèlerins avaient un problème. Il a appelé ses relations en Arabie Saoudite, qui ont envoyé un avion. Mais ça, il le fait de manière individuelle, c'est-à-dire quand ses moyens lui permettent de donner un coup de pouce. Il le fait. Mais moi, je n'ai jamais appris que le président Touadéra a fait venir un avion pour transporter les pèlerins catholiques ou chrétiens en Israël, à Jérusalem. Non, vraiment, arrêtons ça. Il faut arrêter ça. Pour moi, c'est réducteur. Commencer à raisonner en termes de le partage du pouvoir, en termes de confession religieuse, c'est très dangereux pour la démocratie, c'est très dangereux pour le principe de la laïcité. Et le président Touadéra a raison de ne pas sombrer dedans. Maintenant, il y a des musulmans qui sont intellectuellement bien formés, qui sont capables de gérer la chose publique, ils sont au gouvernement. Si leurs frères musulmans estiment que cela ne font pas assez pour eux, vraiment ce n'est pas un problème. Ça c'est un problème qui doit être géré au sein de leur confession religieuse. Mais les affaires de l'État, les affaires de la République, la gestion de la République ne se définit pas par la cooptation des membres de groupes religieux. Non. D'axer ces revendications autour de la marginalisation d'une communauté? Non seulement c'est réducteur, mais c'est un ancien procédé qui a toujours été à la base des divisions des peuples africains. On a l'impression de revivre le scénario de 2012-2013, où justement il y avait ce débat qui se posait et qui a plongé le pays dans un véritable chaos, passion par Pendon. Mais même au-delà, c'est ce qu'on appelle les oppositions africaines. Ces oppositions africaines qui sont l'un des dogmes sur lesquels s'appuient, n'est-ce pas, les Occidentaux et la France en particulier pour diviser les Africains,
elle date depuis même la période avant les indépendances. Diviser les ethnies, trier par le biais des confessions religieuses, et tenter de créer la zizanie parmi les gens entre les provinces, les régions, le nord, le sud, l'est, l'ouest, etc., etc. Et quand vous écoutez très bien ce que ce mercenaire avance comme élément justifiant le fait qu'ils aient pris les armes contre la patrie, vous allez retrouver les mêmes éléments quand il fallait déstabiliser la Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo. On nous a parlé du fait qu'il était contre les musulmans. On nous a dit qu'il ne portait jamais de boubou, etc., etc. Et que comme étant contre les musulmans, il faudrait que le temps arrive pour les musulmans de revendiquer leur part de gâteau. Et c'est ce message-là, c'est ce discours qui avait poussé certains mercenaires de venir du Burkina, du Mali, du Niger, pour créer cette rébellion qui a balafré la Côte d'Ivoire en parlant de 3 000 et 20 000 morts. Donc, il faut faire attention. Et c'est la France qui instille, qui sécrète ces éléments-là, ce narratif-là, pour complètement lobotomiser les cerveaux des Africains et leur donner l'impression que nous avons en face de nous un chef d'État qui ne s'occupe pas de notre communauté. Heureusement que Jules vient de nous donner quelques noms, mais il ne faut pas se limiter au niveau des ministres. Il y a des directeurs généraux, il y a des responsabilités dans le pays. Mais le gouverneur de la BEAC, le directeur national de la BEAC est quoi? Voilà, c'est pour dire qu'il y a... Le directeur national de la BEAC n'est pas musulman. Il y a un certain nombre de personnels. Le ministre d'État en charge de la justice n'est pas musulman. Donc, il y a un certain le ministre des Transports n'est pas musulman. Voilà, non, il y a beaucoup. Il y a beaucoup le ministre en charge de la réconciliation, il est musulman. Donc, issu même de la Vakaga, ou de la zone où on a été attaqué. Voilà. Donc vous attaquez dans un village qui a un ministre d'État. Donc c'est pour dire que... donc votre raison n'est pas valable. Non, ce sont des construits organisés par la France. Elle l'a toujours organisé et ces construits, appelés et adoptés par certaines populations, ont créé des situations très dangereuses qui ont produit des guerres et des larmes et des pleurs dans d'autres pays. Il ne faut pas céder à ces sirènes, qui sont des sirènes extrêmement dangereuses, qui, si elles ne sont pas très rapidement endiguées et déconstruites, peuvent créer des situations extrêmement graves. Et non, c'est l'occasion pour moi aussi d'en appeler à la responsabilité des élites, je peux les appeler ainsi. Une réponse a commencé à être apportée, surtout des jeunes élites de ces différentes confessions, à la fois religieuses et régions, de dire à leurs compatriotes, de prendre le bâton de pédérin pour dire à leurs compatriotes de ne pas céder à ces discours qui sont d'une dangerosité hors norme et qui, ailleurs, ont montré la preuve de leur nocivité. Alors, à quoi faut-il s'attendre pour sortir de l'émission, Jules Diawé, après l'attaque d'Amdafok, on met beaucoup plus en avant une vaste opération de déstabilisation. Comment on s'organise du côté de Bangui pour barrer la route à toute éventuelle incursion qui viserait le pouvoir du professeur Faustin Archange Touadéra? Est-ce qu'il faudrait s'en inquiéter? Je peux vous rassurer. Moi, Jules Diawé, leader panafricaniste, président du mouvement soutenant Touadéra, je peux vous rassurer que nous allons nous battre. Nous allons nous battre parce que nous avons le nécessaire. L'armée centrafricaine est prête, appuyée par ses alliés rwandais et russes. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut que le président Kaka Déby sache qu'il sache ce que les Rwandais leur ont fait au Congo-Zaïre. Qu'ils se souviennent de ce que les Rwandais leur ont fait au Congo-Zaïre. Si ça doit se répéter en Centrafrique, ça se répétera. Parce que cette fois-ci, nous sommes déterminés. Bon, nous savons qu'il a souvent les méthodes lâches. Nous savons qu'il a des méthodes lâches, qu'il envoie souvent exécuter par des mécanismes que nous connaissons. Tous ceux qui se dressent contre lui. Mais moi, je me dresse aujourd'hui contre lui pour mon peuple, le peuple d'Afrique. Je me dresse contre lui parce que c'est un traître.
Il vient de trahir l'idéal panafricaniste. Et donc, je suis dressé contre lui. Tant qu'il ne va pas poser des actes de rachat, je resterai dressé contre lui comme un mur. Parce que l'Afrique ne peut plus transiger aujourd'hui. Le panafricanisme des temps nouveaux refuse toute importation de la mort sur le continent. De la manière dont j'ai soutenu le Tchad face à Boko Haram, du temps du maréchal Déby, de la même manière, je vais soutenir le peuple centrafricain face à la conspiration Déby fils et la France et Macron. Nous allons vous combattre. D'une manière ou d'une autre, nous allons vous combattre. Nous n'allons pas permettre qu'il y ait encore des morts sur le sol centrafricain. C'est fini. Si le Tchad ne peut pas prendre pleinement son rôle d'État leader, alors nous allons donc le rétrograder au rôle d'État mineur. Si la dimension où M. Kaka Déby a pris le pouvoir à la suite de son père, qui a réussi à placer le Tchad ici, s'il veut réduire le Tchad à un État mineur, nous allons l'aider à réduire le Tchad à devenir un État mineur. Et nous allons rester droit, debout, droit comme un roc. Et nous allons affronter l'adversité que Macron et Déby veulent nous opposer. Nous allons l'affronter. Freedom Africa Télévision dans cette émission Réveil panafricain édition du 5 juillet 2026. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Merci à la réalisation, à toute l'équipe technique qui s'est mobilisée pour la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous au prochain numéro, toujours sur votre média panafricain. Portez-vous bien.